Albine, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être à Arras, que je découvre. Je n'étais jamais venue, donc c'est une bonne occasion, moi qui aime explorer les territoires d'ici ou d'ailleurs. Juste me présenter en quelques mots. J'ai créé mon entreprise en tant que consultante l'an dernier, donc c'est tout récent. Et depuis la rentrée de septembre 2020, je suis maître de conférence avec le statut assez particulier des enseignants-chercheurs associés, c'est-à-dire qui exercent une activité professionnelle à titre principal. Donc je fais toujours des allers-retours entre les fondamentaux académiques, la recherche, la veille contemporaine. Et j'ai eu le plaisir d'être pendant plusieurs années au comité d'orientation de la chaire universitaire, puisque précédemment, j'étais responsable du pôle éditorial marque et médias de Tout commence en Finistère, une marque de territoire complètement à l'ouest, en fait. Donc voilà, je me suis beaucoup inspirée de différentes expériences, notamment celle-là, avant de passer le pas et de créer mon entreprise. Alors, l'objectif, c'est d'avoir une intervention très complémentaire et beaucoup de choses ont déjà été dites. Moi, je me suis intéressée un petit peu aux capacités pratico-pratiques des chefs d'entreprise, des personnes qui gèrent les ressources humaines et ou la communication. Et quand je dis le et ou, c'est que selon les tailles d'entreprise, parfois, eh bien, vous êtes un peu Shiva. On vous parle marque employeur et on a beaucoup développé la dimension employeur, dans le terme marque employeur, mais finalement, est-ce qu'on passe pas un peu à côté aussi d'une information et d'une formation à ce qu'est l'outil marque et ça, dans les services RH, c'est pas la culture métier, c'est pas la filière métier, c'est tout à fait différent. Donc, j'ai eu envie, moi, de développer une approche de la marque employeur au travers de l'élaboration d'un module de formation de 2 jours pour une CCI, qui est un petit peu marque Kesako. Comment on fait alors qu'on a une demande assez forte des dirigeants de l'entreprise ou de l'organisation, de mettre en place un dispositif de type marque employeur, mais c'est quoi une marque? Comment je vais pouvoir faire, moi, RH, com, ou les deux ensemble, ce qui est tout de même le mieux, bien évidemment, pour développer une marque? Non. Tu peux revenir à la première slide? Voilà, la deuxième, pardon. Voilà, donc simplement pour récapituler un petit peu les différents éléments que je vais évoquer, la marque employeur, un enjeu de réputation et de cohésion sociale. Ça a déjà été évoqué, je vais essayer de ne pas faire des redites, mais c'est vraiment très important, c'est-à-dire que comment on pourrait exporter à l'extérieur quelque chose qu'on n'a pas importé à l'intérieur. Ça, le raisonnement, il marche aussi pour le marketing territorial d'ailleurs. C'est d'abord commencer au premier cercle concentrique, j'ai envie de dire en termes de marque employeur, la réputation, le principe du bouche à oreille, ça reste toujours d'actualité et il ne faut jamais l'oublier. Si j'ai indiqué cette question de la cohésion sociale, c'est aussi parce que, je vais vous parler marketing territorial, je vais vous parler territoire, je vais vous parler ancrage local et je vais simplement vous proposer de traiter l'ancrage local, l'identité territoriale comme un actif immatériel. Et un actif immatériel, finalement, ça devrait rentrer quasiment au bilan d'une entreprise. Il y a un grand chef d'entreprise, il y a très longtemps, et je vous dirai à la fin qui, parce que c'est assez étonnant, qui a dit, donc après la Seconde Guerre mondiale, au moment où se développaient des modèles économiques un petit peu différents, qui a dit 2 choses essentielles manquent au bilan d'une entreprise. Sa réputation et les hommes. On est pile dans une définition finalement de la marque employeur. Non, j'ai pas fini de... Je suis bavarde moi aussi, avec une seule slide, je peux tenir très longtemps. Donc, et quand je parlais de cohésion sociale, parce que dans les entreprises, on voit bien évidemment des organisations de type team building, séminaire d'équipe, enfin, je ne vais pas vous décrire les métiers RH et le fonctionnement interne d'une entreprise. Et en fait, il y a un outil qu'on oublie parfois d'utiliser pour fédérer les équipes. C'est le territoire. Vous connaissez beaucoup de sujets qui font quasiment l'unanimité
à minima un très fort consensus. Il n'y en a pas tant que ça dans une entreprise. Il y a des jeux d'acteurs, il y a des objectifs différents selon les services, il y a des gens qui se sentent bien dans leur basket d'employés et d'autres pas. Il y a des dirigeants avec tous les modèles possibles et imaginables, autoritaires, directifs, participatifs, co-constructifs. Mais en tout cas, pour fédérer des équipes, l'outil, en tout cas la bannière du territoire, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Et comme on est dans une phase de changement de modèle économique difficile à engager, que toutes les entreprises, peu ou prou, se disent il va falloir que les transitions, alors sociales, sociétales, écologiques, je les engage également. Le territoire, non seulement c'est une bannière communicationnelle et qui fédère les équipes, mais c'est aussi un moyen technique de s'approprier un outil au service de la RSE. Et ça, j'imagine que ça vous parle. Ensuite, deuxième élément, la montée en puissance des marques. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, marque employeur, ok, mais marque, ça veut dire quoi? Pourquoi d'un seul coup, il faudrait faire des marques, produire des marques? Alors, les marques territoriales, il y en a beaucoup qui sortent, beaucoup de promesses, pas autant d'élus, je dirais. On le constate en regardant la carte des marques de territoire. Il y a celles qui naissent, il y a celles qui grandissent, il y a celles qui prospèrent, et puis il y a celles qui meurent. Alors c'est une sur deux, alors désolé, je vais peut-être un peu casser le moral des acteurs territoriaux, mais en tout cas c'est une marque territoriale sur deux, dans les 2 années qui suivent sa création, qui disparaît. Pourquoi? Parce qu'une marque, en tant que telle, pas uniquement de territoire, mais une marque, c'est un outil très puissant, c'est un outil très performant, mais c'est un outil très exigeant. Ça veut dire qu'à la conception, on ne crée pas une marque, c'est pas un logo pour communiquer, je confirme, je répète, j'insiste lourdement, bien évidemment, mais alors par contre, c'est un outil dont on peut s'approprier quelques ressorts techniques et qui est extrêmement intéressant. Et c'est un outil, s'il est en telle puissance d'émergence, c'est particulièrement spectaculaire et c'est depuis les 5 dernières années. Donc c'est quand même une tendance très très récente, très contemporaine. Il y a une raison à cela. C'est le seul outil qui va permettre d'agréger tous les éléments du marketing, c'est-à-dire ce qui se travaille en amont, l'offre alors du territoire, de l'entreprise, du produit, du service, et ce qui se travaille en aval, c'est-à-dire la communication. Et donc, si on rassemble autant d'éléments dans un seul outil, ça veut dire que cet outil il est puissant, mais qu'il est difficile à concevoir. Je dirais, c'est un peu si on prenait la comparaison automobile, le PDG que je vous ai cité tout à l'heure, c'est Henry Ford en fait. Donc c'est assez étonnant parce que c'est vraiment lui qui a mis en place la division du travail qui tienne ce propos, mais c'était assez visionnaire. Donc c'est le même principe, vous pouvez avoir un très bel outil, mais encore faut-il savoir le piloter, l'animer, le manager, lui accorder les moyens nécessaires et on va voir tout ce qui fait qu'une marque peut devenir vraiment un outil performant au service de la réputation de votre entreprise, c'est un vrai actif immatériel. Donc, pourquoi ça s'est développé depuis peu de manière aussi importante? Comme je vous le disais, on rapproche de plus en plus tous les éléments du marketing et de la communication et vous observez les recrutements. Moi, c'est quelque chose que j'ai observé, d'autant plus que c'est l'objectif du recrutement à Rennes 2 me concernant, c'était d'introduire du marketing dans un cursus de formation en information et communication parce que de plus en plus, on voit apparaître les directions communication et marketing. Il y a une fusion entre le marketing et la communication et une plateforme de marque rend possible d'agréger tous les éléments à la fois du marketing, c'est-à-dire c'est quoi l'offre, et on voit bien que si on communique sur un territoire, on ne va pas communiquer que sur son image, non, c'est pas que de la com, encore si c'est de la com bien faite, c'est déjà bien, comme le disait Dominique Volton, pour asséréner un peu les communicants qui vivent souvent des grands moments de solitude, c'est une vraie filière métier, mais en tout cas, c'est pas que de la com, très clairement, c'est quand on veut promouvoir un territoire, on parle aussi de ses entreprises, on parle de ses établissements d'enseignement supérieur, on parle de son offre sociale également, les crèches, on parle de ses aménités paysagères, mais aussi des équipements culturels et sportifs. Donc c'est voilà, un outil qui permet d'agréger tout cela, et simplement ce qui me permet de dater de manière précise le moment où la marque est devenue incontournable et où elle porte le projet global de l'entreprise, donc c'est un changement de paradigme assez important, c'est 2017. Parce qu'en 2017, l'Union des annonceurs, qui a été créée au début du XXe siècle, donc c'est très très ancien, c'est la réunion des entreprises pour pouvoir négocier les tarifs d'encarts publicitaires, notamment des médias, auprès des éditeurs qui à l'époque étaient peu nombreux, ils faisaient un peu la pluie et le beau temps.
elles se sont mises ensemble pour pouvoir mesurer les audiences des médias de manière vérifiée, de manière attestée. Cette union des annonceurs existe toujours. Donc c'est vraiment une structure très ancienne et très importante pour gérer les relations des entreprises avec les médias, avec toutes les évolutions qu'on peut imaginer depuis ces 20-30 dernières années. En 2017, l'union des annonceurs, donc l'entreprise qui fait une annonce publicitaire, est devenue l'union des marques. Et ça, c'est pas le fruit du hasard. Donc voilà pourquoi j'insiste un petit peu sur ce qu'est l'outil marque. Alors là, c'est un simple, vraiment c'est un rappel hein, de tous les éléments qui composent une marque employeur. Enfin, ça fait beaucoup de choses. Comment on va faire tenir ça dans une petite plateforme de marque? C'est ce qu'on va essayer de regarder un petit peu en travaillant plus certains aspects que d'autres, puisque les dimensions RH ont été quand même déjà beaucoup abordées lors de la première séquence. Appréhender le concept de marque, entreprise, média, marketing, je viens de vous en parler. Et en fait, la méthode, une méthode qui est proposée, c'est celle de la grille d'identité avec toutes les composantes, c'est-à-dire la mission, les valeurs, les piliers d'image, la philosophie et finalement aboutir à la raison d'être de l'entreprise. La raison d'être, c'est aussi issu de la loi Pacte de mai 2019, où on permet aux entreprises de ne pas avoir que des objectifs économiques, mercantiles, commerciaux, strictement business. On a permis maintenant, c'était pas possible en droit français jusqu'à présent, aux entreprises de soit devenir des entreprises à mission, soit à minima d'adopter une raison d'être à faire figurer dans ses statuts. En fait, l'idée c'est de vous inspirer de cette loi qui a défini d'autres positionnements possibles pour les entreprises que celle d'être strictement dans le business, parce que vous avez tous à intégrer, et ça a été évoqué lors de la première séquence, je ne vais pas y revenir, les valeurs, le sens que les personnes qui travailleront dans l'entreprise pourront donner à leur travail. Donc finalement, c'est une méthode et elle permet de définir sa raison d'être. Alors, 4 étapes. L'offre RH et RSE, je ne vais pas tellement y revenir, mais plutôt dire c'est quoi une plateforme de marque, comment on peut réussir. Alors évidemment, c'est un peu une gageure en 10 minutes de donner le mode d'emploi, mais simplement, donc comment on peut articuler, c'est quoi l'outil plateforme de marque, comment il se présente, comment on peut en tout cas essayer de travailler dessus déjà à son propre niveau. Ensuite, le marketing éditorial. Et une fois qu'on aura agrégé, ce qui fait déjà beaucoup de choses, l'offre RH, la démarche RSE de l'entreprise, au sein d'une plateforme de marque en intégrant le marketing territorial, c'est-à-dire une description éditorialisée du territoire en fonction de votre entreprise et en fonction également de vos cibles de recrutement. Ça a déjà été dit, ça marche aussi pour l'éditorialisation du territoire. On ne décrit pas un territoire de la même manière selon qu'on s'adresse à une cible de techniciens juniors, qu'à une cible de seniors, cadres, familles. Ce ne sont pas les mêmes aménités du territoire qu'on va proposer et présenter. Enfin, autre élément par rapport aux fiches de poste, parce que je le dis, chacun, je l'ai vu, est l'un des rares projets pendant 6 ans que je n'ai pas pu faire aboutir, quand j'étais aux manettes de la marque Commence en Finistère, c'est une coopération avec les DRH. Maintenant, les métiers en tension de recrutement font que, je pense, ce serait possible, sans doute, mais c'est vraiment un projet que j'ai eu du mal à faire avancer. C'est de dire aux DRH, mais ne réécrivez pas chacune dans votre coin l'histoire du territoire, la descriptive du territoire. Il existe, alors soit des plateformes de marque en open source, c'est l'idéal, on va en parler et donner quelques exemples. Je vais être un peu chauvine, évidemment, mais en tout cas, vraiment essayer d'aller trouver les descriptifs pertinents du territoire. Les territoires, ils ont un langage. Ils ont un langage, ils ont des champs lexicaux, ils ont des champs sémantiques. C'est le paysage, certes, mais pas que. C'est beaucoup d'autres choses. Non. Merci. Donc voilà, éditorialiser, et je me souviens d'une étude qui avait été présentée par la chaire en 2014 au Place Marketing Forum, qui était extrêmement intéressante, qui avait été faite aux États-Unis et qui expliquait la réaction
des jeunes diplômés, donc ces fameux CSP+, qui sont dans les métiers émergents. Et de ce point de vue-là, juste une petite parenthèse, moi j'ai pris connaissance du dernier chiffre absolument affolant, disant qu'à l'horizon 2030, 85% des métiers ne l'étaient peut-être pas actuellement. Donc, dites-vous bien que la technique RH par rapport aux métiers dans leur filière, c'est important, évidemment, mais ce qui va faire la différence, et ça a été dit, hein, maintenant on commence à recruter avec les soft skills, les compétences transversales, et puis après on verra pour la formation à adapter de manière personnalisée. Donc, ce qui va vraiment faire la différence, c'est la colonne vertébrale de votre réputation. On va voir quels sont les éléments qui composent cette réputation, mais l'avantage de la réputation du territoire, c'est qu'elle est un petit peu plus intemporelle. Le territoire, il existait avant votre entreprise. Je ne le souhaite pas, mais il existera après aussi. Ça veut dire qu'il y a des éléments de caractéristiques et d'identité dont il est extrêmement intéressant de s'approprier. Par un heureux effet de contagion, ça va également contribuer à votre réputation. Et puis la ligne éditoriale, ça va être un petit peu le produit de ces trois éléments, c'est-à-dire réussir à agréger sur une plateforme de marque l'offre RH, la démarche RSE, le marketing territorial. Alors, comment on aborde la partie marque dans marque employeur? Quels vont être les premiers éléments à prendre en considération? Eh bien, ça n'est pas que de la technique. Il y a beaucoup d'humains aussi. Ça tombe bien pour notre journée Human Day. Parmi les outils, il y a les visuels, il y a le calendrier éditorial, il y a les informations locales et socio-professionnelles. Donc, je ne vais pas faire une présentation de ce qui doit être intégré dans la communication, mais au plus on publie sur les réseaux sociaux des informations qui intéressent des communautés socio-professionnelles ou locales, au plus on génère de l'audience. Et l'intérêt vraiment de cette slide, pour moi, c'était d'attirer votre attention sur la dimension de la communauté. C'est ce qui fait la différence entre une démarche avec une marque et une démarche sans marque. C'est que les marques, et c'est pour cela qu'elles se sont vraiment renforcées ces dernières années, vous voyez bien que les entreprises essaient d'agréger une communauté autour de leur marque. Une communauté active, des consommateurs. Alors, c'est plus ou moins facile selon le produit ou le service qu'on commercialise, bien évidemment. Mais en tout cas, on ne va pas agréger autour de son entreprise, de son produit ou de son service avec des objectifs commerciaux et classiques. Donc, ce sont forcément autour de valeurs. Ce sont autour aussi de conseils. Ce peut être autour de différentes informations et d'avoir un public interactif, l'idée étant que le consommateur devienne le prescripteur. Donc toujours essayer de réfléchir à ces cercles concentriques, les collaborateurs, le premier cercle des clients, les acteurs locaux, les prestataires, les partenaires. Et toutes ces catégories différentes, vous verrez qu'elles peuvent aussi avoir un intérêt commun vis-à-vis du territoire qui constitue toujours une bannière de rassemblement pertinente. Et puis le contenu éditorial, alors ça va être le nom de l'entreprise, la plupart du temps il est déjà connu. J'insiste beaucoup sur les 3 contenus éditoriaux stratégiques. Et cela, vraiment, quitte à vous faire aider, c'est un investissement, c'est pas une dépense de fonctionnement communicationnel, c'est vraiment un investissement sur sa signature éditoriale, sa raison d'être, et le pitch corporate. Alors le fameux pitch corporate de 2000 signes qu'on trouve sur LinkedIn, c'est une bonne jauge pour commencer à travailler. En tout cas, ce sont des contenus qui sont vraiment très importants. C'est votre carte d'identité, en fait, c'est la base. Hein, et c'est celle-là qu'on ne travaille pas toujours très bien, d'ailleurs, malheureusement. Mais celle-là, elle est indispensable. Et une fois qu'ils sont construits, ces contenus, alors ils ont possiblement vocation à évoluer. Une marque, j'utilise la comparaison avec un ADN. L'ADN d'un individu, il est le même du début à la fin de sa vie. Pourtant, on part d'un bébé, on arrive à un vieillard. C'est un peu ça, il y a forcément des évolutions à avoir. Mais ce qui est très important, c'est ce qui va constituer vraiment la réputation. Et là, il y a trois étapes différentes. La première étape, c'est la notoriété. La deuxième, c'est la visibilité. La troisième, c'est l'attractivité, parce qu'on peut être connu et visible, mais pas toujours pour de bonnes raisons. Pour vous donner un exemple juste un peu humoristique, enfin c'est pas humoristique, hein, je l'ai vécu, mais ma première mission marketing territorial, c'était à Évry. Hein, autant vous dire que quand on doit parler d'Évry en termes d'image, moi je suis partie d'un diagnostic SWOT qui était déjà fait, très intéressant sur l'offre du territoire, et puis d'un diagnostic d'image
qui avait été fait, et ça je vous le recommande parce qu'on peut tous le faire, le diagnostic Les mots de l'agglo, mais c'était Médiascopie avec Denis Muset. En fait, c'est un test sur les mots, parce que les mots, c'est très important, ça nous définit. Le principe de l'étude avec les mots, c'est passif et actif. Vous proposez une liste de mots à des personnes au sujet d'un territoire, d'un produit, d'un service, peu importe, d'un artiste, ça peut marcher aussi, et vous cotez de 0 à 5 si ça lui correspond ou pas. Et puis le sondage plus actif, où vous demandez aux personnes quels sont les mots qui vous viennent spontanément en tête quand on parle d'un territoire, d'un artiste, d'un produit ou d'un service. Bien. Donc le mot qui était le plus en déficit pour Evry, c'était qualité de vie. Pour démarrer une mission de marketing territorial, c'était intéressant. Donc voilà, il y a les éléments de notoriété, certes, mais de visibilité et surtout d'attractivité. Et si on arrive à additionner ces trois, notoriété, visibilité, attractivité, c'est l'objectif de générer une réputation, et une réputation qui est encore une fois comme une colonne vertébrale. C'est autour de cette réputation du territoire, vous allez pouvoir adosser tous les autres objectifs, comme autour d'une réputation de votre marque d'entreprise. C'est ce qui vous constitue, c'est ce qui est solide, vous allez pouvoir agréger vos projets commerciaux. Alors voilà, il y a différentes étapes. J'insiste beaucoup sur le marketing relationnel, qui est un terme parfois peu apprécié, ce que je peux comprendre. Mais en fait, c'est de dire, surtout pour la marque employeur, on est dans de l'humain, c'est que la capacité de nouer des bonnes relations, de pratiquer des bonnes relations au sein d'une entreprise, c'est déjà une offre de service. Et de simplement appliquer une grille de lecture de type marketing, ça permet de rendre un petit peu plus objectif la manière dont on va organiser ces services RH. Donc voilà tous les éléments, petit à petit, la création, la définition, la plateforme, la déclinaison avec tous ces contenus. Et puis l'extension, c'est vraiment très important, le partage avec des communautés pour arriver à une expression. Alors le territoire et le territoire dans tout ça, j'en parle déjà beaucoup, mais très important, une enquête BVA Agence 366, la régie des agences de publicité de la presse quotidienne régionale, est faite tous les ans. La dernière qui a été faite a utilisé notamment comme méthode le big data sémantique. Donc vous voyez bien que les mots, c'est très important. Ils ont passé au crible 101 millions d'articles, 36 milliards de mots, hein, donc sur les 10 dernières années de la presse quotidienne régionale. Bon, résultat, la proximité crée la confiance qui induit à son tour l'engagement. En fait, la proximité, c'est plus une option du tout. C'est-à-dire que c'est plus une attente des clients. C'est juste une exigence. Donc, si vous ne l'incarnez pas, dommage. Voilà, c'est plus du tout une option. Et l'incarner, ça veut dire savoir travailler l'expression de l'ancrage local, non pas de manière banalisée, c'est-à-dire tout le monde va parler du territoire de la même manière, mais l'intégrer en fonction de vos propres caractéristiques. Et ce qui prouve bien, et vous avez une chance, une carte à jouer formidable, je vous ai parlé de la montée en puissance des marques. Les marques deviennent des médias. Pour se prémunir de toute la capacité ou incapacité à être présent dans les médias, les marques deviennent leurs propres médias. Les premiers à avoir fait ça, c'est Michelin au début du XXe, hein, c'est pas non plus totalement nouveau. Après, il y a eu Leroy Merlin, et puis les derniers à avoir développé un écosystème média qui accessoirement vend des boissons, c'est comme ça que son PDG se définit, c'est Red Bull, c'est assez gonflé quand même. Mais en tout cas, développer son propre média, c'est s'assurer une maîtrise un petit peu de sa communication. Et ce que font les marques nationales actuellement, c'est un changement de paradigme complet par rapport aux agences RP qui étaient toujours positionnées à Paris parce qu'elles avaient le carnet d'adresses des médias nationaux. Ça reste pertinent, hein, bien évidemment. On commence à avoir développé une offre de RP en province. Moi, je trouve ça savoureux, hein, personnellement. Donc, les marques nationales développent des stratégies de partenariat avec les médias locaux pour réassurer leur réputation sur les territoires via un média territorial, parce que sinon, c'est pas la même chose. Alors certes, elles ont une envergure, une marque nationale, elle a un bénéfice de ce point de vue-là, mais elles ont besoin maintenant de nouer des partenariats avec les médias locaux. Donc en plus, je parle trop, ça va ? Bon. Donc en plus, si vous créez votre propre marque d'entreprise, et que cette marque, votre propre média, et que vous le positionnez dans la communauté locale, ce qui est à mon avis la première chose à faire pour
pour démarrer, eh bien vous pouvez intéresser y compris des marques nationales en partenariat. Donc ça c'est quand même assez intéressant et ça c'est vraiment très très récent ce changement. C'est-à-dire que l'ancrage local maintenant c'est une plus-value nationale. On a un petit peu inversé le principe de la réputation nationale qui reste un élément évidemment tout à fait pertinent. Alors, voilà un schéma que j'ai trouvé très intéressant dans Novétique, hein, qui est un média numérique, c'est l'application du principe de la pyramide de Maslow au territoire. Et vous verrez que finalement, c'est un outil de travail aussi pour vous, si vous avez envie d'intégrer l'image, l'offre, l'identité territoriale dans votre identité d'entreprise, de se poser la question un petit peu, est-ce que je suis sur un ancrage passif, productif, contributif, ou évidemment l'idée c'est l'ancrage interdépendant, de la même manière que la pyramide de Maslow, qui est le b.a.-ba du marketing, a fait passer la fonction transactionnelle, qui était voilà, achat-vente d'un produit, à la fonction relationnelle, donc là c'est plus simplement un acte one-shot, c'est on crée une relation avec son client, à la fonction aspirationnelle. Et moi, j'ai assisté à un débat de la Braise Marketing Academy sur la marque employeur, et j'ai discuté avec des responsables RH qui me disaient, nous, on est un peu décontenancés et déstabilisés dans nos métiers, parce que si on prend la pyramide de Maslow, avec les jeunes générations, alors je suis d'accord de ne pas mélanger, de pas segmenter les jeunes générations et les anciennes générations, parce qu'en fait, ce problème de démission silencieuse, ou qui est en train de devenir actif, hein, la dernière évolution, c'est que on n'est plus dans des démissions silencieuses, là on est sur 1 salarié sur 3 qui démissionne en Angleterre quand même, donc ça va sans doute aussi arriver chez nous, et ça peut être un gros enjeu. Et donc en fait ça touche les deux extrêmes de la chaîne d'âge, ça touche les juniors, les jeunes générations, ça touche les seniors qui ont plus envie de supporter des situations de management ou d'absence de sens au travail. Donc ces responsables RH me disaient, en fait, nous on est confrontés à une pyramide de Maslow quasiment inversée, tout en ayant la rémunération en numéro 1 des critères, quand même, c'est-à-dire que les jeunes générations sont dans l'angoisse de ne pas arriver à gagner leur vie, le monde qui se présente n'est pas forcément très rassurant, mais par ailleurs, c'est vraiment une pyramide de Maslow inversée, c'est-à-dire que l'aspirationnel arrive en deuxième, hein, la quête de sens, juste après la rémunération. Donc la grille de lecture est bouleversée. Et là, cette grille de lecture par rapport au territoire, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle montre bien à quel point il fait partie de l'actif immatériel de l'entreprise. Alors, simplement quelques éléments complémentaires. Et j'aime beaucoup ce qui a été dit par Emery Jacquilla, qui est le président de la communauté des entreprises à mission, lors des rencontres culture et économie de produits en Bretagne, donc c'était en septembre 2022. J'animais l'atelier marketing territorial et je trouve qu'elle a dit en une phrase que moi j'essayais d'expliquer pour convaincre mes interlocuteurs de travailler vraiment sur leur raison d'être. Il faut savoir projeter sa raison d'être avec un champ lexical. Je trouve que ça résume très bien ce qu'est une raison d'être et la nécessité de travailler sur les mots qui la composent. Et savoir incarner l'ancrage local et sa RSE devient donc une nécessité pour une entreprise. Il faut arriver à le traduire en une phrase. Et là, c'est évidemment un challenge assez conséquent. Comment? Alors juste quelques petits exemples, la petite méthode de la grille d'identité. En le travaillant avec vos collaborateurs, c'est la première des choses à faire. Ça avait déjà été souligné durant la première séquence. Voilà, c'est un exemple simplement, définir sa raison d'être avec ses collègues, donc différentes étapes avec ce qu'est le marketing RH, comment on peut en avoir une vision exhaustive grâce à l'intelligence du groupe, et comment on peut convertir les offres RH en marque employeur en associant une grille entreprise à la vision RH avec voilà, différentes étapes, et surtout de désigner un auditeur interne pour évaluer le résultat de manière à définir sa propre identité avec sa grille d'identité. Et je vais vous donner un exemple voilà, d'une grille d'identité que j'ai co-construite
enfin que j'ai produite avec un travail de co-construction pour un tiers-lieu qui est en train de se construire dans un espace rural d'une collectivité territoriale d'Ille-et-Vilaine. En fait, cette grille, c'est la fusion d'une dizaine de grilles qui a été complétée par différentes personnes au sein de la collectivité territoriale. Et il y a deux approches. Alors c'est vraiment pour commencer à avoir un champ sémantique exploitable. Donc 3 mots, 3 verbes, 3 adjectifs, c'est la base simplement pour que ce soit équilibré et que ça permette vraiment de construire des phrases pour arriver aux piliers d'images qui vont préfigurer la raison d'être ou la signature éditoriale. Le nom de votre entreprise, il existe déjà, vous n'allez sans doute pas le changer et c'est sans doute pas pertinent. Par contre, ce que vous pouvez faire pour qu'il en dise un petit peu plus, c'est de travailler une signature éditoriale qui va peut-être dire où vous êtes, quelles sont vos valeurs, ce que vous faites. Et puis ensuite une raison d'être qui va, voilà, en 2-3 phrases ou une seule phrase avec des verbes d'action, décrire de manière plus technique ce qu'est l'entreprise et ce qu'elle fait. Il y a deux choses qui sont intéressantes quand on construit des grilles d'identité. C'est ce qui fait sens commun, qui ressort souvent, mais il ne faut surtout pas s'arrêter à ça. Surtout pas. Il faut essayer d'aller piocher les propositions originales, totalement singulières, qui sont pertinentes ou pas pertinentes, mais qui vont être le petit plus que certains collaborateurs ont soulevé, dont ils ont eu l'idée. C'était juste un plan, c'est parce que vous allez sans doute récupérer les PowerPoint qui ont été projetés. C'est juste un plan global. Je vais encore une fois pas faire une présentation de ce qu'est un plan de communication, mais c'est juste un petit mémo technique. Alors quelques exemples, Attitude Manche, parce que je ne vais pas quand même parler que de la Bretagne et du Finistère. Attitude Manche avait fait un travail assez intéressant sur ce sujet-là, en l'exprimant en promesse employeur. Donc ils aidaient en fait toutes les entreprises du territoire à recruter, et ils avaient travaillé sur quelle devrait être finalement la promesse employeur, et dans le cadre de vie territoire, tous les éléments qui pouvaient y participer. Et ensuite ils avaient fait des recensements très complets pour avoir une grille en fait partagée entre toutes les entreprises du territoire. Je crois beaucoup à la marque employeur partagée, organismes publics et privés sur un territoire, une seule marque employeur. Et même si c'est très compliqué parce que les fonctionnements RH entre les organismes publics et privés, ce sont deux mondes très différents, mais justement le territoire, lui, il peut faire sens commun. Donc voilà un exemple, Attitude Manche, qui avait travaillé sur une grille commune pour incarner une promesse employeur sur un territoire. Ça, c'est le pack recruteur de Quimper-Cornouailles nourrit votre inspiration. Donc, ils ont fait un gros boulot. Et notamment, ils ont créé un guide s'installer, je crois, à Quimper-Cornouailles. Donc, un guide qui est spécifique, adapté aux personnes à qui on les remet, qui arrivent sur le territoire après une mutation, une installation, une création d'entreprise. Ils ont également le code de marque en open source partagé. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, avec un guide d'expression visuelle et sémantique. Et j'ai presque terminé. Donc voilà, c'est certains éléments, toutes les propositions. Voilà, le guide s'installer à Quimper-Cornouailles. Voilà un petit peu tout ce qui est proposé. Le guide d'expression visuelle et sémantique, où là il y a des champs de vocabulaire entiers. Je vais vous montrer l'exemple de la marque Bretagne, qui a encore été un peu plus loin parce qu'il est en open source et il est vraiment très très complet. Donc quand on travaille sur ces éléments, en tout cas moi quand je propose une stratégie corporate et la définition d'une marque à une entreprise, une collectivité locale ou une association, je fais le travail que je vous ai montré sur les grilles propres de l'entreprise, et puis je fais un travail avec eux de co-construction en leur proposant tous les éléments issus du code de marque territorial. C'est très 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 grand. Il y a 7 signes d'expression pour la marque Bretagne, 4 séries de valeurs. Notamment sur la force positive, vous allez avoir tout un champ lexical, vous allez avoir un champ typographique, un champ visuel, un champ iconographique, un champ coloriste, et on fait à chaque fois un travail vraiment de choisir ce qui convient à l'entreprise, plus ce qui convient, et finalement quand on fusionne les deux, on arrive de toute façon, de manière naturelle, à une identité totalement singulière et qui vous permet de vous démarquer. Merci. Merci Edwin.